Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 8e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Francesca. Francesca est éducateur canin en méthode positive et bienveillante et promeneuse de chiens professionnelle depuis bientôt 10 ans. Dans cette discussion, elle nous raconte son histoire avec Nina et son riche parcours de formation jusqu'à la création de son entreprise Social Dog. Francesca nous dévoile les coulisses du métier de promeneur et l'importance de continuer toujours de se former. Mais surtout, nous abordons dans cet épisode un sujet commun à tout propriétaire de chien, celui de la balade. Des grands principes aux idées reçues, en passant par le matériel idéal, Francesca nous donne toutes les clés pour offrir les meilleures promenades possibles à nos loulous. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Francesca. Bonjour Francesca. Coucou Claire. Tu vas bien ? Oui, très bien, et toi ? Oui, ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Je suis ravie de t'accueillir. On va commencer par une présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Francesca ? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous les auditeurs de La Niche. Je suis Francesca, j'ai 38 ans. Je suis née, j'ai grandi en Italie. J'habite à Paris depuis 15 ans et je suis éducateur canin diplômé d'État, promeneuse professionnelle et conseillère fleur des bacs pour chiens. J'exerce depuis 9 ans, dont 7 à la tête de mon entreprise qui s'appelle Social Dog. Ok, trop cool. J'imagine que tu as un chien. Tu peux nous la présenter ? Oui, bien sûr. Elle s'appelle Nina. C'est un croisé maman American Staff et papa Braque. Elle aura 9 ans le 25 mai prochain. Elle est de taille moyenne. C'est vraiment un chien qui est toujours partant, qui est toujours motivé, qui déborde encore beaucoup d'énergie, qui est très affectueuse, très proche de l'humain. Mais c'est aussi une chienne qui a développé à ses 2 ans une réactivité congénère, ce qui est représenté pour moi un vrai challenge. Et aussi, ça a été vraiment moteur d'une profonde remise en question, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. À ses côtés, ça a été un parcours d'apprentissage et un riche parcours de formation qui m'a beaucoup apporté. Ça m'a déjà, dans un premier temps, permis de mieux comprendre mon chien et ses besoins, sa nature profonde et ses motivations également. Et de me former pour mieux l'accompagner dans la vie et être donc un guide responsable, aussi bien pour elle que pour les autres. Grâce à Nina, je me suis formée tout au long de ces dernières années. Toutes ces connaissances et compétences sont aujourd'hui à la base de mon travail avec les chiens au quotidien. Quand tu dis qu'elle a développé de la réactivité congénère, qu'est-ce que tu entends par réactivité congénère pour les auditeurs qui n'auraient pas forcément ce terme-là ? Nina, en particulier, est un chien qui ressent de fortes émotions à la rencontre d'un chien inconnu. On remarque une piloérection, on remarque le fait qu'elle est très mal à l'aise. On remarquera aussi qu'en fonction de la réponse du chien, elle peut réagir, approcher le chien de façon très impolie. On définirait de rentre-dedans, voire de agressive. Effectivement, c'est une réactivité congénère qui s'est développée à cause de plusieurs erreurs, notamment de ma part, dont celui de vouloir l'avoir à mes côtés au quotidien, tous les jours, dans mes promenades collectives. Alors que cela n'était pas adapté à son profil et aux difficultés qu'elle présentait dans la relation avec les autres chiens. Actuellement, Nina ne m'accompagne plus du tout dans mes balades collectives. Nous partageons des balades quotidiennes en dehors de mon travail, qui sont des moments privilégiés. Oui. Et elle rencontre uniquement des chiens qui lui correspondent et avec lesquels tout se passe très bien. Pour revenir sur ton parcours, quelle a été ton expérience avec les chiens avant d'avoir Nina ?
Moi, j'ai grandi en Italie, à la campagne, dans une famille qui avait aussi beaucoup de chiens. Je peux affirmer ne pas avoir beaucoup de souvenirs de moi sans chien. On était entourés jusqu'à 6 chiens en même temps qu'on a adoptés à l'SPA. Depuis toujours, je me suis intéressée aux chiens. Je participais depuis toute petite aux soins quotidiens de mes chiens. Je m'étais abonnée à des revues, j'étudiais les encyclopédies des races. Je participais aussi à des expositions des beautés, avec notamment ma propre chienne et la chienne d'une copine de l'époque. Et j'ai toujours été une vraie passionnée. Les chiens, c'est toute ma vie. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre un chien? Parce que du coup, j'imagine que tu es arrivée à Paris entre-temps. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre un chien quand tu es arrivée là? Mes premières années à Paris ont été les seules de ma vie pendant lesquelles je n'ai pas eu de chien, car j'étais en poste, donc je ne disposais pas du temps nécessaire pour m'occuper correctement d'un potentiel chien. Suite à ma reconversion professionnelle en 2013 dans le monde du chien, j'ai longuement réfléchi avant de décider d'adopter à nouveau un chien. Et puis, le destin, la vie ont fait leur cours et je suis tombée sur Nina complètement par hasard. Ça a été un coup de foudre, mais aussi raisonné parce que j'ai pris le temps justement de la côtoyer pendant plusieurs semaines avant de prendre la décision de l'adopter. Et ma motivation, c'était que ça me manquait trop de ne pas avoir de chien. Cette joie de vivre et cette capacité qu'ils ont à savourer l'instant présent. J'avais vraiment envie d'avoir un chien qui m'accompagne dans mon nouveau métier. Bon, c'était raté par la suite, mais voilà, c'était mon souhait initial en tout cas. Je voulais revenir un peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé jusqu'à ton arrivée dans le monde canin et la création de ton entreprise? À la base, je suis titulaire d'une licence en sciences politiques, en relations internationales, et je suis également diplômée du Conservatoire national des arts et métiers en communication d'entreprise. Jusqu'en 2013, je travaillais dans le secteur humanitaire, ensuite dans la communication et les relations presse. À l'époque, en ne trouvant pas de mission qui me correspondait, j'ai décidé de revenir à ma passion initiale, qui était donc les chiens. J'ai commencé par réaliser une étude de marché concernant l'offre de services canins, qui à l'époque était moindre par rapport à aujourd'hui. Et je suis donc tombée sur celui qui allait devenir mon patron, qui m'a donc proposé de le rejoindre sur une promenade et qui m'a donc fait une proposition d'embauche. Je suis restée salariée de cette entreprise pendant 2 ans, entre 2013 et 2014. Et le 12 janvier 2015 est né Social Dog. Pour revenir un peu sur cette première expérience, donc tu as été salariée dans une entreprise de promenade canine, c'est ça? Exactement. Et comment ça s'est passé alors cette expérience? Parce que moi c'est vrai qu'avant de te rencontrer, je connaissais pas trop ce genre de société, je savais même pas vraiment que ça existait en fait. Comment ça s'est passé pour toi? Quel retour t'en as quelques années après? Alors, donc à l'époque, effectivement, il y avait très peu d'offres par rapport, encore une fois, à l'offre qui existe aujourd'hui. La promenade collective s'est démocratisée les dernières années. Donc on verra aussi les dérives de cette démocratisation, je pense. En tout cas, à l'époque, mon patron était un des pionniers de ce type de service qui s'inspirait un peu à l'expérience du dog walking, notamment aux États-Unis. Donc pour moi, ça a été sans secret une expérience difficile car je n'avais aucune capacité décisionnaire sur les 2 éléments en fait fondamentaux à mon sens du travail de promeneur de chiens, la composition du groupe de balade et l'organisation de la tournée consacrée à la prise en charge et au retour des chiens au domicile. La quantité, donc le nombre de chiens primait sur la qualité du travail fourni. N'importe quelle personne qui faisait appel à nos services recevait en fait une réponse positive de la part de mon ancien patron. Donc sans que ni lui ni nous les promeneurs aient rencontré la personne ou les chiens. Et donc avec toutes les difficultés que cela comporte d'intégrer un chien à un groupe existant.
En plus, on avait l'obligation de se retrouver en fait dans l'un des endroits les plus fréquentés du bois de Vincennes, qui est déjà par défaut un endroit assez saturé, notamment à l'heure actuelle. Et donc, on se retrouvait à 30-40 chiens à gérer, avec des particuliers aussi qui nous rejoignaient. Donc effectivement, dès le départ, j'ai voulu me dissocier de ce mode de fonctionnement parce que les chiens étaient très souvent très excités, hors contrôle d'un côté, et puis vous aviez aussi les autres qui étaient plutôt en mode résigné, timide, voilà, pas à l'aise du tout. Et du coup, j'en ai parlé avec mon responsable de l'époque et assez rapidement, j'ai commencé à me promener toute seule, de mon côté, avec une dizaine de chiens qui m'étaient confiés. Ce qui fait que même en étant salariée, à partir d'un certain moment, je travaillais déjà un peu toute seule. Donc voilà. Et puis il y avait aussi le problème donc, des tournées. Il faut savoir que la prise en charge et les retours des chiens à domicile, c'est une partie très 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 importante et conséquente du travail de promeneur, aussi bien en termes de temps que d'énergie. Je considère que ça représente non pas 2/3, mais presque du travail. À l'époque, pour un seul client, on pouvait être amené à se déplacer très loin, en sortant complètement de la zone géographique d'intervention, on va dire, principale. Cela a engendré un sentiment d'incompréhension, beaucoup de frustration et une fatigue aussi bien physique que morale, aussi bien pour nous que pour les chiens. Tout ça, on va dire que ça m'a donné vraiment beaucoup de pistes à ne pas suivre au moment de créer mon entreprise. Ouais, d'accord, bah, j'imagine. Et du coup, donc tu nous as dit beaucoup de chiens, une grosse quantité par rapport à la qualité qui était mise en avant. Et au niveau de la formation, ça se passait comment du coup? Est-ce que tu étais formée à ce moment-là ou est-ce que tu t'es formée après? Comment ça se passait? À l'époque, encore une fois, sans secret, non, je n'étais pas formée dans le chien. Je pensais savoir beaucoup de choses parce que j'avais eu beaucoup de chiens dans ma vie, mais je les avais encore une fois eus à la campagne. Cela ne correspondait en rien du tout aux problématiques et aux défis que je rencontrais dans la gestion quotidienne d'un groupe de chiens au cœur d'un des espaces verts les plus fréquentés de Paris, et en plus de chiens qui n'étaient pas les miens, évidemment. J'avais fait part, encore une fois, à mon ancien responsable de mon désir de me former, de suivre une formation continue, mais cela n'était pas compatible avec le planning, l'organisation de l'entreprise. Donc, en attendant de quitter la boîte et donc de me lancer dans l'aventure à mon compte, j'ai commencé à lire beaucoup de bouquins dédiés à la psychologie du chien, à la communication notamment du chien, et tous les jours, je travaillais dans le renforcement de ma relation avec les chiens qui m'étaient confiés. Et ensuite, en 2015, j'ai entrepris un parcours de formation qui continue encore ces jours, c'est toujours pas fini. Donc j'ai obtenu mon diplôme d'école comportement du chien, application à la relation homme-chien auprès de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Ensuite, j'ai enchaîné année après année des multiples formations ainsi que des stages pratiques, des séminaires et des conférences avec des professionnels de renommée internationale concernant l'éthologie, les répertoires comportementaux du chien, les outils et les techniques de modification comportementale respectueux de l'animal, les modes d'apprentissage du chien, son développement, son Umwelt, donc l'environnement sensoriel qui lui est propre, sa relation avec l'homme, sa façon de communiquer, ainsi que tous les troubles du comportement et leur résolution. Que si vous êtes curieux, sur mon site internet, à l'onglet Mon parcours, il y a la liste de toutes les formations que j'ai suivies. Et elle est très longue, je l'ai vue. Voilà, j'ai fait de mon mieux. En tout cas, j'ai couronné ce parcours de formation avec l'obtention de mon brevet professionnel d'éducateur canin grâce à la validation des acquis de l'expérience, à un an de travail que j'ai dédié à la rédaction d'un dossier pour montrer que je disposais des compétences et des connaissances
pour être officiellement aux yeux de l'État français éducateur canin. Et voilà, me voilà aujourd'hui diplômée. Ouais, c'est génial, félicitations. C'est effectivement un super parcours de formation que tu as et je pense que peu d'éducateurs peuvent se vanter d'avoir plus de formation que toi derrière. Et donc c'est génial et je pense que ça te donne un sacré bagage pour exercer comme il faut ton métier. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait de te former comme ça continuellement? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon bah voilà, maintenant tu as ton brevet professionnel, tu as fait plein de formations, tu pourrais t'arrêter là et rouler jeunesse. En quoi c'est hyper important pour toi de continuer à te former tout le temps? Alors pour moi, ça reste hyper important parce que le domaine du chien, notamment d'un point de vue scientifique, connaît un vrai essor aujourd'hui. Donc nous avons très régulièrement des nouvelles études qui sortent. Et donc mon objectif est celui de rester au pas avec toutes les nouveautés et surtout d'offrir à mes clients des compétences, des connaissances modernes qui soient toujours respectueuses du chien et de sa nature. Et aujourd'hui, pour moi, aussi bien dans le cadre du travail de promeneur que, évidemment, dans le travail d'accompagnement, un conseil en fait en éducation canine, il est primordial d'être formé. Pour moi, les deux choses ne peuvent pas être dissociées. Il faut absolument avoir des solides connaissances en éthologie et aussi en tout ce qui concerne le comportement et la communication du chien. Notamment pour le travail des promeneurs, on pense que le fait d'avoir justement eu des chiens dans sa vie soit suffisant. Non, ça ne l'est pas du tout. Comme je disais moi-même, je l'ai vécu sur ma propre peau. Non, ça ne suffit pas. Aimer les chiens ne suffit pas. Il faut vraiment pousser sa formation. Il faut savoir lire les chiens, savoir les décoder, interpréter leurs interactions et surtout être toujours hyper vigilant pour pouvoir anticiper, gérer son environnement, assurer la sécurité du groupe et guider en fait les chiens pour qu'ils puissent progresser, donc renforcer les bons comportements. Tout ça ne peut pas s'improviser, à mon sens en tout cas. Un promeneur professionnel se doit d'être formé et de continuer à se former justement. Parce que voilà, il faut absolument qu'il puisse maîtriser sa communication non verbale, ses déplacements, sa gestuelle, éviter toutes les situations à risque, les éventuels accidents, les tensions entre chiens qui pourraient dégénérer en bagarre. Il faut vraiment pouvoir garantir un maximum l'épanouissement de nos chiens. Et tout ça en favorisant les bons apprentissages en fait. Juste un petit mot qui me tient à cœur. Oui. On disait justement que cette offre de services s'est multipliée les dernières années. On assiste vraiment à un effet de mode par rapport au métier de dog walker. Je trouve que c'est très dommage qu'encore aujourd'hui, l'ACACED, qui est donc l'attestation des connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques, ancien CCAD, soit la seule formation obligatoire pour pouvoir se lancer dans le métier. À mon sens, cette formation manque vraiment d'épaisseur, on va dire. Et du coup, beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment de connaissances avérées du chien et de son comportement se sont lancées. Ça apporte un réel préjudice au métier et à son image. Que l'ACACED, ce ne sont que 21 heures. Souvent, les personnes ne le savent pas en fait. Ils confient leur chien en pensant que la personne en face est un professionnel du monde canin, car il justifie de cette... Parce qu'il a l'ACACED. Exactement. Sauf que l'ACACED, c'est simplement en fait 21 heures qui sont dédiées à la législation en termes de transport, en termes d'hébergement, notamment pour tout ce qui est élevage et pension, et l'alimentation, la santé du chien. Donc on a très peu, voire pas du tout, des cours dédiés au comportement du chien, à la lecture du chien. Et puis quoi qu'il en soit, en 21 heures, vous imaginez bien que c'est compliqué de se proclamer comportementaliste canin, promeneur professionnel, pensionneur ou éducateur. C'est vraiment très important, à mon sens, de faire connaître l'ACACED parce qu'il mérite d'exister, mais il n'est largement pas suffisant pour pouvoir exercer, que ça soit, encore une fois, l'éducation canine, la pension ou la promenade. Ouais, et puis je vous invite
Vraiment, si vous avez besoin de faire appel à un professionnel du monde canin, à aller vérifier un minimum les formations qu'il a fait, même si ça ne vous parle pas forcément. Mais voilà, sachez que s'il y a juste la cassette, c'est peut-être pas forcément suffisant, même si, bon voilà, après, il peut très bien avoir de l'expérience derrière qui fait que, finalement, c'est pas si médiocre que ça, mais en tout cas, je vous invite vraiment à vérifier le niveau de formation. Je ne sais pas si tu me rejoins sur ce point. Mais... Ah, mais complètement, complètement. Il faut absolument mener un entretien d'embauche. Pour moi, c'est ni plus ni moins cela, en fait. Connaître la personne, connaître son CV, connaître son parcours, connaître son expérience de terrain, l'accompagner, encore une fois, si possible, l'accompagner pour vérifier effectivement les déroulements de la promenade, et rendre un tout petit peu compte aussi de sa façon de gérer les chiens, de communiquer avec eux. Voilà, pour moi, c'est primordial. Ouais, ok. Tu vas nous parler un petit peu de Social Dog, ton entreprise donc, que tu as créée en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous parler un peu des offres que tu proposes avec cette entreprise ? Alors, donc Social Dog propose 4 services principaux qui sont donc la promenade collective, l'accompagnement et conseil en éducation canine, conseil en fleurs des bacs personnalisé et donc très prochainement l'ouverture de ma pension en Eure-et-Loire à l'Orée-du-Perche. Donc, c'est un projet qui est en cours de réalisation. On devrait démarrer l'activité, je l'espère, début de l'été 2021. Ouais. Et donc, les maîtres mots de ce projet sont donc la liberté, la bienveillance, la bientraitance et le respect des besoins du chien. Donc, pour ce qui en est de l'accompagnement et de l'éducation canine, mon approche se base sur les sciences comportementales, le renforcement positif et la coopération entre l'humain et le chien. Ma mission est celle d'accompagner le chien et aussi les humains, dans la construction ou la reconstruction d'une relation harmonieuse. Donc, je m'adapte au binôme. J'ai fait en sorte que l'humain puisse comprendre, respecter, apprivoiser les besoins du chien. Et également, j'accompagne le chien pour qu'il apprenne les comportements qui l'aideront à s'intégrer de façon sereine en société. Les fleurs des bacs aussi, c'est un volet important de mon activité. J'y tiens tout particulièrement parce que très souvent, on a des chiens qui sont en détresse, notamment en milieu urbain. Les fleurs des bacs sont vraiment un accompagnement naturel, sans effet secondaire. Qui permet d'harmoniser et rétablir l'équilibre émotionnel du chien en cas de peur, en cas de, par exemple, d'anxiété de séparation, en cas de gros changements, notamment quand on adopte un chien, que ça soit un refuge, aussi auprès des associations, mais également les chiots qui subissent le choc de quitter la fratrie et la maman pour débuter une nouvelle vie. Donc voilà, les fleurs des bacs sont vraiment un outil qui m'accompagne beaucoup, notamment un complément en fait du suivi éducatif et qui se révèle vraiment précieux. C'est vrai que c'est hyper intéressant parce que c'est pas courant. Moi, je connais pas d'autres personnes en fait qui fait des fleurs de bac que toi. En tout cas, personnellement. Non, il y en a quelques-uns. J'imagine qu'il y en a quelques-uns, mais en tout cas, tu vois, je connaissais pas vraiment cette pratique avant de te rencontrer, donc c'est hyper intéressant et je pense effectivement que ça peut vraiment être très très complémentaire avec un suivi sur l'éducation ou la rééducation. Ça a vraiment l'air intéressant à travailler. Il faut savoir que la connaissance des fleurs n'est peut-être dissociée d'une profonde connaissance du chien et de son répertoire comportemental. Juste un petit point important, en fait, il faut toujours rappeler que le vétérinaire reste, en tout cas les seuls professionnels qui est habilité à établir un diagnostic médical sur votre chien. Donc les fleurs des bacs sont un complément, viennent aider le chien, mais en cas vraiment de troubles compulsifs du comportement, de pathologie, il faut vraiment s'adresser à un vétérinaire comportementaliste et c'est important de le rappeler. Donc je voulais aborder avec toi le sujet des balades, puisque c'est quand même, t'es un peu la professionnelle de la balade canine. Quels sont les principes de la balade et qu'est-ce qu'une bonne balade ?
Alors, c'est une super question parce que malheureusement, on retrouve beaucoup d'erreurs et beaucoup d'idées reçues concernant la balade. Donc, une bonne balade est une balade qui permet au chien d'exprimer les comportements qui sont propres à son espèce. Donc, pour moi, cela est vraiment la définition du bien-être. Donc, on va laisser au chien la liberté de s'exprimer. On va donc le laisser être chien. Ça, c'est le principe de la bonne balade. Une bonne balade est une balade à rythme lent, une balade calme qui vient donc répondre aux besoins olfactifs, exploratoires, des dépenses physiques et cognitives, des contacts sociaux, que ce soit intra- ou interespèces, ainsi évidemment que des besoins purement physiologiques du chien. Le tout, si possible, en liberté, ou en semi-liberté grâce à cet outil fantastique qu'est la longe, pour permettre au chien vraiment d'explorer des nouveaux lieux librement et à son rythme. Une bonne balade est aussi une balade pendant laquelle l'humain vient encourager la prise d'initiative, le pouvoir du choix, par exemple, ça ne reste que sur l'itinéraire de balade, l'écoute mutuelle, mais aussi, voilà, c'est un moment où on peut travailler le renoncement. On peut travailler la gestion des émotions, le partage, la coopération. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'en nature, les chiens sont libres de flairer, d'observer, de pister, de poursuivre. Ils passent beaucoup de temps à rechercher de la nourriture, donc ils sont actifs pendant leur temps d'éveil. Or, malheureusement, surtout en ville, ce n'est pas le cas en fait. On a donc la plupart des chiens qui regardent le temps passer. Donc on a des chiens qui disposent de promenades mais d'une durée limitée, ou toujours le même pâté de maison, donc pas de nouveauté. Très peu ou pas du tout de vie sociale, donc ils sont coupés des congénères. Ils subissent la contrainte spatiale, l'inactivité, la solitude, le stress, voilà. C'est pas la joie. Et pour ceux qui ont la chance d'un côté d'avoir un espace extérieur, que ce soit un jardin ou une terrasse, malheureusement très souvent les sorties, et notamment les sorties hygiéniques, se résument à la sortie d'un jardin. Pour toutes ces raisons, on retrouve des chiens qui commencent à avoir des comportements dits gênants, comme les aboiements, la destruction, malpropreté, agressivité, excitabilité, à cause du manque de promenade, à cause de promenades qui ne répondent pas à leurs besoins. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de chien si on habite en ville ou pas du tout. Voilà, ou si on habite en appartement, mais en tout cas qu'il faut proposer autre chose que juste de la balade en ville et l'espace qu'il connaît, quoi. Enfin, faut sortir, quoi. Alors, en fait, la promenade en ville peut être super intéressante. Ma chienne aime autant les promenades en ville qu'en forêt. C'est un autre monde. Ce qui compte, c'est sortir votre chien, que ça soit à la campagne, que ça soit en ville. Et c'est pour ça que très souvent même, les chiens en ville sortent davantage par rapport aux chiens de la campagne. Mais c'est vraiment hyper important de savoir que ce sont 3 promenades minimum par jour. C'est vraiment primordial. Pour toi, ça serait quoi l'intérêt, en plus des balades, de parfois proposer des balades collectives comme le service que tu proposes avec Social Dog? C'est quoi l'intérêt Alors, pour moi, l'intérêt principal est celui, en fait, de proposer aux chiens de découvrir de nouveaux environnements. En tout cas, d'évoluer, en fait, dans un environnement qui est vraiment propice à la promenade pour chiens, donc riche en stimuli, riche en odeurs. Et puis surtout, il y a les interactions avec les congénères, qui sont encore une fois un élément qui manque très souvent dans le quotidien de nos chiens. Et donc, encore une fois, sous surveillance, en ayant bien constitué son groupe pour que tous les échanges et toutes les interactions soient positives et non pas source de stress. Et pour moi, ça permet de couper la semaine. Parce que vivant à Paris, effectivement, mes clients sont des personnes qui sont plutôt actives, donc qui ont des travails qui ne leur permettent pas forcément de répondre aux besoins de dépenses physiques et cognitives quotidiens de leurs chiens. Et donc, ils font appel
à une tierce personne, moi en l'occurrence, pour venir satisfaire cela et donc garantir l'épanouissement de leur animal. Je trouve ça super chouette. Ouais. C'est un super service. C'est vrai, c'est clair. C'est ce que j'allais dire, c'est un super service parce que c'est vrai que ça ne viendrait pas forcément tout de suite à l'idée de faire appel à quelqu'un, mais effectivement, c'est génial. Puis ça permet d'éviter que le chien passe ses journées entières à attendre qu'on rentre du travail. C'est vraiment une super solution. Oui, quand c'est bien fait, c'est une super solution. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu fonctionnes, toi, de ton côté, sur les balades? Moi, je prends, comme mes collègues, en charge les chiens de mes clients à leur domicile. Ça peut être également au bureau ou autre lieu prédéfini. Il faut que ces lieux se trouvent dans ma zone de chalandise, on va dire. Donc, le critère géographique est fondamental dans le choix de mes clients. Concrètement, quand je reçois l'appel d'un potentiel futur client, je propose de fixer un rendez-vous à domicile qui est gratuit, qui dure 1h30 environ et qui permet de faire connaissance aussi bien avec la personne qu'avec le chien. Je me renseigne concernant les notions de rappel, de suivi naturel du chien, sa capacité à intégrer un groupe de chiens. Ça veut dire, est-ce que le chien est sociable? Est-ce qu'il est déjà familier avec la forêt? Est-ce qu'il réagit à la vue éventuellement d'un cheval ou d'un enfant? Voilà, il y a tout plein d'éléments à connaître. Ensuite, je me renseigne aussi sur la condition physique du chien. Son état de santé, c'est primordial. Les spécificités aussi qui sont liées à la race et à la morphologie, je pense notamment à tous les chiens type bulldog. Voilà, je conviens après ce rendez-vous d'une date pour réaliser une promenade test, une première promenade test. Je peux aussi prendre la décision de réaliser plusieurs promenades test avant de trancher et de décider si garder ou pas un chien. Parfois, vous avez des chiens qui font profil bas, on va dire, pendant les premières promenades, qui sont plutôt timides, peut-être aussi mal à l'aise et que tout ça peut rapidement en fait évoluer. Aussi bien, des chiens peuvent être inhibés lors des premières sorties et se révéler au fur et à mesure. Notamment, en plus, si l'expérience de la promenade en groupe se révèle positive. Et donc voilà, l'objectif est celui que tout se passe bien, que le chien, encore une fois, puisse apprendre et progresser. On a une première phase, donc le chien sera en longe. Et quand je suis sûre que je peux le faire, eh ben, je laisse la longe appuyée sur le sol et dans un deuxième temps, j'enlève la longe. Voilà, okay. Ça c'est le fonctionnement. Ça, c'est ce qui se passe avant l'introduction d'un chien dans un groupe, parce que tu as des groupes de balades, j'imagine que tu en as un par jour à peu près, ou des groupes fixes. Et, et donc du coup, une fois que le chien est OK, que tu te dis, bon, bah, c'est bon, ça peut le faire, comment tu l'intègres dans le groupe de balade? Est-ce que tu apportes de l'attention à la constitution du groupe, ou est-ce qu'il peut rentrer dans n'importe quel groupe? Mais justement, en fait, la constitution du groupe équilibré est vraiment l'élément le plus important du travail de promeneur. Un groupe équilibré, qu'est-ce qu'on entend par cela? On entend un groupe de chiens calmes. Donc ça déjà, voilà. Donc des chiens qui soient donc dans leur nez, qui soient occupés à explorer, à communiquer. Ils peuvent jouer, certes, mais jouer de façon mature. Ça veut dire sans s'exciter, sans perdre le contrôle, à 2, non pas à 3, 4 ou 5 chiens, tout en restant attentif aux promeneurs qui restent leur guide. Donc moi, personnellement, je ne souhaite pas promener un groupe de chiens excités, qui soit haut en énergie, qui soit turbulent, qui aboie ou qui propose des courses-poursuites à tout va, qui foncent sur les autres chiens. Dès qu'ils voient un chien, ils deviennent incontrôlables. Voilà, je suis vraiment pour que la promenade soit calme, que les chiens soient apaisés, que le rythme soit lent. Tout ça, en fait, est hyper important parce que le stress, l'excitation excessive engendre, en fait, un stress physique et mental pour les chiens, il faut savoir. Tout comme les jeux de lancer, on voit très souvent des promeneurs proposer des jeux de lancer, que ça soit balle ou bâton. On a tous fait un tout petit peu cette erreur-là. Mais bon, personnellement, je ne propose pas cela à mes chiens.
Ce stress physique et mental, ça a été vraiment prouvé scientifiquement, laisse en fait un taux de cortisol dans le sang qui a du mal à redescendre, qui redescend certes, mais au bout de quelques jours. Donc je trouve cela vraiment inintéressant et c'est pas ce que je propose. Sans compter les potentiels conflits de ressources que cela peut engendrer. Ça veut dire que tu prends pas de chiot ou est-ce qu'il t'arrive d'en prendre? Je n'accepte aucun chien qui n'ait pas minimum 6 mois et c'est toujours du cas par cas. Donc c'est toujours avis vétérinaire, c'est toujours vraiment un point santé, un point morphologie. Ça m'est arrivé dans le passé, mais je l'ai porté. Donc j'ai décidé que je préférais attendre les 6 mois. Ouais, ok. Une précision encore, en fait, Ouais. donc pour intégrer un nouveau chien, donc non seulement je me renseigne, encore une fois, sur les chiens lui-même lors de ce premier rendez-vous à domicile, mais aussi il faut prendre en compte qu'il existe un groupe qui est déjà là, qui est déjà constitué, et donc on pourra l'intégrer seulement si donc au niveau du comportement, du tempérament, de la personnalité du chien et de sa condition physique, cela colle avec l'existant. Donc c'est pour ça que moi, je ne prends pas de clients de façon ponctuelle, parce que pour moi, l'intégration d'un chien, c'est tout sauf anodin et ça demande un gros travail en amont. Ok. Quelles sont selon toi les idées reçues qu'on peut avoir sur la balade individuelle? La première idée reçue, c'est qu'elle ne soit pas nécessaire, cette balade au quotidien. Au contraire, primordiale. Et encore une fois, minimum 3 sorties par jour qu'on dispose d'un jardin ou pas. Deuxième idée reçue, c'est que notamment pour les balades en ville, on s'est dit, bon, je descends les chiens pour faire ses besoins. Donc souvent, la balade se résume à une balade hygiénique. Alors que ça peut être un moment hyper riche et surtout un moyen pour renforcer et entretenir aussi bien la socialisation intra- et interespèces, la familiarisation. Ça permet vraiment aux chiens d'explorer et de prendre tout plein d'odeurs, de communiquer. Donc un chouette moment pour les chiens. Troisième idée reçue pour les balades individuelles en pleine nature, c'est que cela soit uniquement des balades sportives. Donc type le dimanche, je fais du jogging avec mon chien ou du vélo avec mon chien ou des jeux de lancer à tout va. Donc je préfère conseiller des balades calmes toujours et lentes, encore une fois, pour favoriser l'exploration et l'olfaction. Idée reçue numéro 4, mon chien est gentil, mon chien est hyper sociable, donc par conséquence, je le laisse faire tout ce qu'il souhaite et surtout aller à la rencontre de tous les chiens. C'est une erreur surtout pour les personnes qui sont en face de vous, qui ont peut-être un chien comme moi, réactif, congénère, ou qui simplement ne souhaitent pas que la rencontre se fasse. Donc même quand on a un chien passe-partout, super sociable, on fait attention et on prend soin de respecter les autres. Ensuite, idée reçue numéro 5, je fais rencontrer à mon chiot notamment, mais aussi à mon chien, un maximum de congénères. Encore une fois, la qualité doit primer sur la quantité, notamment pour les rencontres chiots. On choisit plutôt de chiens adultes, calmes et bien communicants surtout, pour que ça soit une occasion d'apprentissage et non pas juste d'excitation. Deux autres points, le parc à chiens. La sortie individuelle en parc à chiens, pour moi, en tout cas, ça tient qu'à moi, mais c'est l'abnégation de la balade. Pour moi, c'est vraiment la mort de la balade dans le sens où il n'y a aucune exploration, il n'y a aucune nouveauté, en termes d'environnement notamment. Les interactions entre chiens sont souvent pas saines. On remarquera beaucoup d'excitation, du harcèlement très souvent. Également des jeux de lancer, donc potentiel conflit de ressources. Je suis vraiment contre le parc à chiens. Aussi, ça n'est pas vraiment d'actualité avec le Covid, mais les sorties en terrasse avec son chien, eh ben, c'est sympa pour nous, mais pour les chiens, il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc, privilégiez vraiment des balades qui soient entièrement dédiées à votre chien. Concernant les balades collectives, comme toi tu organises, quelles sont les idées reçues que les propriétaires de chiens peuvent avoir sur les balades collectives ? La première idée reçue, les propriétaires ont, mais aussi que pas mal d'éducateurs ont, est que la promenade collective est la solution pour résoudre des comportements gênants
type notamment la réactivité congénère. Pour précision, la balade collective n'est pas un cours d'éducation canine. Donc le promeneur n'est pas là pour résoudre d'éventuels comportements gênants. Son rôle est avant tout celui de guider et assurer la sécurité du groupe qu'il a pris soin de composer. Donc surtout, quand on a un chien réactif congénère, non, la balade en groupe n'est pas une solution. Vraiment. Car au contraire, l'immersion que représente ce type de prestation peut tout à fait exacerber le problème. Ensuite, ça rejoint un tout petit peu l'idée reçue numéro 1, mais idée reçue numéro 2, la balade collective est adaptée à tous les chiens. Pour moi, c'est évident que tous les chiens ne peuvent pas intégrer une balade collective, et plus précisément encore, un groupe qui est déjà constitué. Parce que chacun arrive avec sa sensibilité, sa bonne ou moins bonne sociabilisation, ses craintes, son état de santé. Donc non, c'est pas parce qu'on a un chien qu'il peut intégrer une promenade collective. La promenade doit permettre au chien de se sentir mieux, de progresser. Autrement, c'est pas la peine. Troisième idée reçue, quand on participe à une balade collective, forcément, cela est bénéfique pour les chiens. Alors, si la balade n'est pas bien gérée, ça peut être au contraire source, encore une fois, de beaucoup de problèmes et des conséquences, notamment pour tout ce qui est réactivité, fugue, potentiel bagarre, stress également, parce que voilà, si la promenade est mal encadrée, si les groupes n'est pas bien constitués, cela a un impact et c'est hyper important de le rappeler. Quatrième idée reçue pour la promenade collective, les chiens vont s'autogérer entre eux. Je ne suis pas d'accord. On est là, on a un rôle, on a des compétences, on a des connaissances et c'est à nous d'anticiper et de gérer. Ce n'est pas aux chiens de faire cela entre eux. Et la cinquième et dernière, je ne balade pas une meute de chiens, mais un groupe de chiens. Le meute de chiens n'existe pas, c'est important aussi de le rappeler, parce que c'est encore malheureusement un concept très répandu et ancré malheureusement dans la société, cette idée de meute de chiens. Il existe des meutes de loups en liberté, mais il existe uniquement des groupes de chiens et c'est hyper important de le rappeler. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, c'est hyper intéressant. On va passer maintenant à la partie conseils. Je voulais savoir, selon toi, quel matériel conseilles-tu pour réussir une balade individuelle ? On proscrit l'utilisation de tout collier qui puisse porter atteinte à l'intégrité physique du chien, donc les colliers étrangleurs en métal, en tissu, les colliers à pic et aussi les semi-étrangleurs, qui sont malheureusement encore tous bien en vente, aussi bien en grande surface que dans beaucoup de magasins spécialisés, malheureusement. Les colliers plats, oui, les colliers plats, et on en voit beaucoup sur les chiens encore, malheureusement, dans la rue. Ouais. Donc les colliers plats, je ne suis pas une grande fan parce que ça crée toujours des tensions au niveau du cou, des douleurs au niveau des muscles. Je m'en sers lors de mes balades uniquement pour identifier mes chiens et non pas pour les attacher. Je ne suis pas fan et je déconseille fortement les harnais en T. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils bloquent l'articulation de l'épaule, compriment la trachée et la larynx. Donc voilà, ça cause également de frottements au niveau des aisselles. On va plutôt privilégier donc des harnais en H ou en Y. Toujours faire hyper attention à que ce harnais soit adapté à votre chien, donc à sa taille, à sa morphologie, car chaque individu est à part. Les harnais en H sont donc des harnais qui permettent aux articulations des épaules, à la trachée et au cou d'être libres. Donc le chien a une amplitude de mouvement qui est assurée grâce à ce type de harnais. Pour ce qui concerne les laisses, on va éviter les laisses à un rouleur. On en voit encore beaucoup. Pourquoi les laisses à un rouleur? On dit non, parce qu'elles génèrent une tension constante sur les chiens. Donc c'est vraiment tout ce qu'on essaye d'éviter quand on propose une balade de qualité à son chien. La laisse doit être détendue et pour cela, on va choisir une laisse qui fasse minimum 3 mètres. Même quand on est en ville,
Personnellement, je promène ma chienne en 5 mètres, donc en faisant effectivement hyper attention à l'environnement. Mais c'est une erreur qu'on constate vraiment encore pratiquement à 9 rendez-vous sur 10 en bilan comportemental. La laisse fait encore 1 mètre, 1 mètre 20. C'est vraiment pas adapté. La longe, pour moi, est un outil indispensable aussi bien dans l'accueil du chiot que pour le chien adulte. C'est vraiment, pour moi, c'est l'outil le plus précieux, aussi bien dans l'exercice de mes fonctions en tant que promeneuse que dans le quotidien avec mon chien. Pour ce qui en est de la muselière, s'il en faut une modèle type Baskerville, mais encore une fois, attention à ne pas prendre la Baskerville trop petite, parce que du coup, sinon, elle est certes mieux que les muselières à nylon, mais il faut vraiment que le chien puisse boire, manger et halter. Donc prendre plutôt une taille un tout petit peu plus grande pour que tout cela soit possible. Et aussi, même si on est en sortie d'hiver, je rappelle que les manteaux et les imperméables également doivent être adaptés au chien, à sa morphologie et donc respectueux de son allure et de l'amplitude de ses mouvements. On va éviter les modèles avec les sangles sur le poitrail et tous ceux qu'on enfile par les pattes. Voilà. Et tant qu'on est sur le matériel, je voulais revenir un petit peu sur le collier électrique qu'on appelle aussi collier de dressage, collier de rappel et tout ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Ah ben, je pense qu'on va à grands pas vers l'interdiction de ce type je ne sais même pas comment les définir, d'outils de torture. On n'obtient rien avec la peur, on n'obtient rien, sinon pas de la résignation avec ce type de matériel. Donc vraiment à bannir, à fuir, surtout si on vous les propose en éducation canine notamment. Ouais, faites attention parce que vraiment, j'ai encore vu ça cette semaine. On appelle ça par des noms qui ont l'air hyper gentillets, mais en fait, ce n'est rien d'autre que des colliers électriques à partir du moment où il y a un boîtier. Posez-vous pas plus de questions que ça, c'est que c'est non, quoi. Oui, je suis d'accord. Autre question, conseil. Quel conseil donnerais-tu pour réussir une rencontre congénère, un croisement congénère ? Donc, on a compris que c'était un souci que tu rencontrais avec Nina. Quel conseil tu donnerais pour pouvoir éviter ça et bien les réussir, pour éviter la réactivité ? Oui, complètement. Alors, donc déjà, il existe un code de politesse canine. Donc, les chiens ont des façons de faire, et notamment de se déplacer, qui ont pour but celui d'apaiser les situations et donc limiter les risques de conflit. Donc, deux chiens en liberté qui communiquent bien et donc qui viennent à ces croisées, au lieu d'en face à face, vont plutôt se déporter et arrondir leur trajectoire pour arriver sur le côté de l'autre chien. Donc avec cette approche, ils vont soit au contact, soit simplement, ça va leur permettre de s'éloigner et de s'éviter. Sauf que nous, notamment en laisse, notamment en ville, on a tendance à garder une trajectoire absolument droite pour effectuer nos croisements. Ce qui s'est traduit, côté du chien, en une trajectoire qui est impolie et qui peut justement créer un mal-être et arriver jusqu'à la réaction. En individuel, il faut tout le temps prendre en compte les signaux de communication de votre chien et de celui d'en face qui vient vers vous pour évaluer si oui ou non il y aura rencontre. On prend en compte également l'énergie du chien, de chacun, aussi bien de votre chien que de celui qui arrive, et de la personne également. On va regarder l'attitude de la personne, si elle est tendue, si elle est réticente, si elle évite, si elle retient le chien, et ben, on va tout simplement passer notre chemin, traverser la route, faire demi-tour, voilà. Ce qui est hyper important, c'est de se rappeler qu'il faut toujours laisser au chien la possibilité de s'extraire de la rencontre. C'est hyper important. Ça, en individuel. En groupe, autant vous dire qu'on multiplie par 5, 7 ou 10 les difficultés, dans le sens que chaque chien a ce qu'on appelle sa zone de confort. Et donc, moi, quand je suis avec mon groupe de chiens, j'évite tous les croisements. Tous les croisements, que ça soit avec des chiens qui se baladent en individuel avec leur humain, et surtout, j'évite les croisements entre groupes de chiens. Pour moi, c'est une évidence, ça va de soi. Pourquoi ? Parce que justement, on ne connaît pas les chiens d'en face, on ne connaît pas
son tempérament, sa personnalité, on ne connaît pas qui il est, donc pourquoi prendre un risque en fait? Et surtout pourquoi faire en sorte que mes chiens arrivent frontalement sur un autre groupe de chiens? C'est complètement pas cohérent avec leur façon de communiquer et c'est pas du tout respectueux justement de cette zone de confort qui est hyper important. Donc, encore une fois, j'évite, je change de direction, je change de chemin, je fais demi-tour, je me positionne sur un côté, j'avance tout doucement, j'essaye justement de respecter chaque membre de mon groupe. Et on sait que si effectivement on ne respecte pas cette zone de confort, eh ben, on arrive en fait plus on réduit la distance, plus on arrivera au déclenchement. J'évite également l'immobilité lors des croisements. Quand par exemple, souvent aussi en individuel, on me dit quand on croise un chien, je fais asseoir mon chien et je lui demande de ne pas bouger. Bah, c'est une très mauvaise idée parce qu'on va, le confronter à un congénère alors que voilà, il aurait peut-être évité la situation, on va rajouter de la tension, de la pression. Voilà, on essaye de plutôt se déplacer doucement, tranquillement. Et encore une fois, on n'est pas obligé de rencontrer tous les chiens qui sont sur notre chemin. Pour les auditeurs que ça intéresse, je vous conseille de vous renseigner sur les signaux d'apaisement, ce dont on parlait, le code de politesse canine. C'est vrai que c'est un bon moyen d'apprendre à décrypter un peu les signaux qu'envoie son chien ou les autres chiens qu'on peut croiser. Et je pense que c'est assez important, comme tu le disais. Oui, moi je les ai appelés signaux de communication. Je préfère ce mot-là, mais voilà, c'est un autre débat. En tout cas, voilà, signaux d'apaisement, signaux de communication, voilà, on parle de la même chose. Ok, on parle de la même chose, ok. Oui. Dernière question conseil, comment bien choisir son promeneur ? Votre promeneur, encore une fois, doit justifier d'un parcours de formation solide. Donc, prenez le temps de vérifier le CV de votre promeneur, qu'il soit conseillé par les vétérinaires ou une bonne amie, ou également quand vous faites recours aux plateformes de mise en relation avec des promeneurs professionnels. Malheureusement, pour ce qui en est de ces plateformes, très souvent, la CACED est la seule obligation de formation qui est exigée pour être répertoriée. Donc voilà, n'hésitez pas à aller plus loin, à demander un CV complet, à rencontrer la personne et surtout à demander de pouvoir être présent sur la première balade. Ensuite, il est hyper important que le promeneur vous propose un contrat. Sachez que si vous n'avez pas de contrat, votre chien n'est pas assuré. Donc, en tout cas, l'assurance responsabilité professionnelle du promeneur ne couvre pas si il n'y a pas de contrat. Et c'est une pratique qui est encore malheureusement rare dans le métier. Je vais te poser maintenant la question signature de ce podcast. On arrive à la fin. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien et de travailler quotidiennement au contact des chiens ? Pour moi, les chiens sont une vraie source d'inspiration. Ils sont vraiment capables de vivre pleinement le moment présent. Ils sont toujours en train de se dépasser. Leur enthousiasme et leur amour est juste contagieux. Pour moi, ils sont vraiment un modèle auquel on devrait tendre, nous, les humains. Et puis aussi, les chiens me reconnectent tous les jours avec la nature. Et tous les jours, j'ai cette chance de pouvoir être avec eux, d'évoluer librement, de pouvoir les observer. Et cela est vraiment un terrain d'étude et des progressions constantes pour moi. Donc, c'est vraiment une joie d'être à leur côté. Ah, c'est top. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs ? Pour les livres, récemment, on vient de sortir le livre de Charlotte Duranton, Le comportement de mon chien, que je vous conseille fortement. Charlotte Duranton est une éthologue et une spécialiste du chien. Et puisqu'il n'existe pas vraiment d'ouvrage concernant la promenade, sauf le mien qui va bientôt sortir. Non, je rigole. Je propose... Mais si, on l'attend. Je propose en fait 2 livres qui me plaisent beaucoup, qui permettent d'occuper les chiens quand effectivement on manque de temps pour la promenade. Et donc, on a Sport cérébral pour mon chien de Christina Sanderman et Comment occuper mon chien de Julie Clayson. Voilà. Ok, super. Je mettrai tous ces liens dans la barre d'infos. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail ? J'ai 3 comptes Instagram.
Le principal concernant les promenades collectives, c'est Social Dog Paris. Celui pour la future pension, Social Dog La Pension. Et Fleurs des Bacs pour chiens, pour tout ce qui concerne les fleurs des bacs. Et sinon, mes sites internet, www.socialdog.fr et fleursdesbacspourchiens.fr. Merci beaucoup Francesca, c'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast et d'écouter tout ça. J'ai appris beaucoup de choses, j'espère que nos éditeurs aussi apprendront plein de choses. Merci, vraiment. Merci à toi. Merci à toi de rendre ce moment possible vraiment et de transmettre autant d'énergie, autant de bienveillance dans tous tes podcasts que je savoure dès qu'ils sortent. Ah ouais, c'est gentil. Merci beaucoup Francesca, à bientôt. À bientôt, merci Claire. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Francesca et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @socialdogparis et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site, laniche-podcast.fr. Et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!